La crise universitaire, au-delà des revendications de bourse, quelle lecture en faire? La situation économique, financière, sociale et politique du pays, quelle perspective? Pour aborder toutes ces questions, l'Air du Temps reçoit ce dimanche 7 décembre 2025 Samba Karandiaï, ancien journaliste et président de NADEMS, et Birahim Gueye, professeur titulaire des universités agrégé en sciences de gestion à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. L'Air du Temps, c'est ce dimanche de 10h à 11h avec Alassane Samba Diop. Dimanche 7 décembre 2025, bienvenue à l'Air du Temps qui reçoit aujourd'hui Birahim Gueye, professeur titulaire des universités agrégé en sciences de gestion, Université Gaston Berger de Saint-Louis, et Samba Karandiaï, journaliste parce qu'il dit qu'il est encore journaliste et président de NADEMS. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. La crise universitaire, ces derniers temps, vous avez vu ce qui s'est passé à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pour les étudiants à revendiquer le paiement de leur bourse. Concernant la situation était un peu tendue, il y a eu beaucoup de violence. Birahim Gueye, vous êtes universitaire, vous enseignez à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, un peu partout au Sénégal. Au-delà de la revendication de paiement de bourse, quelle lecture peut-on faire de cette crise? Bonjour Alassane, bonjour M. Ndiaye. C'est un plaisir pour moi de participer encore une fois à cette émission. Vous êtes le bienvenu. Qui est en tout cas un cadre de réflexion utile pour disséquer les questions de l'heure et surtout pour aller en profondeur sur certaines préoccupations. Concernant la situation à l'université, moi je dois dire que je suis d'abord peiné en tant qu'ancien responsable du mouvement étudiant au Sénégal. J'ai été président de l'amicale des étudiants en sciences économiques et de gestion de l'université Cheikh Anta Diop pendant 2 ans. Auparavant, j'ai été membre de l'Union des étudiants de Dakar juste après le décès de Balla Gaye. C'est une situation qui me peine de voir ce contexte-là se remettre au goût du jour parce que ce n'est pas normal, quelles que soient les raisons qui sont évoquées par ailleurs, de laisser des forces de l'ordre rentrer à l'université avec tous les risques que cela pourrait engendrer. Et heureusement qu'il n'y a pas eu mort d'homme. On espère que la raison va primer et qu'on va empêcher de nouveau que les forces de l'ordre rentrent dans le campus universitaire. Je pense qu'on peut empêcher les étudiants de bloquer les artères de Dakar, on peut empêcher les étudiants de troubler l'ordre public, mais il faut leur laisser la possibilité de dire leurs revendications et surtout de défendre leur position. Ça, c'est une position de principe et je pense qu'il est important de le préciser. Par rapport à la bourse, une dette, c'est une dette. L'État n'a pas dit qu'il ne devait pas aux étudiants ce montant-là, l'État doit payer. Et on ne peut pas dire à une personne « je vous dois », mais c'est à moi de définir les conditions de paiement. On peut négocier. Si les étudiants arrivent à comprendre les contingences économiques du Sénégal et acceptent une forme de moratoire, tant mieux, mais l'État doit payer. Et je pense que toute autre position serait une position malvenue. L'État doit payer les étudiants. L'État doit payer parce que, d'une part, les étudiants ont sacrifié 13 mois durant lesquels personne ne se soucie de comment ils ont pu vivre. La bourse aide la famille. La bourse est un facteur d'équilibre social, donc il n'est pas normal que l'État refuse de payer ces étudiants-là, et il est important qu'on le dise aussi. Et au-delà, je suis d'accord que toutes les composantes de l'université sénégalaise font des efforts pour un retour à une situation plus normale dans le calendrier universitaire. Le calendrier universitaire est un vrai problème, mais là où on cherche les solutions, de mon point de vue, ce n'est pas là où on va trouver les solutions, c'est d'abord dans l'application du système LMD, qui, dans ses formes, ne correspond pas aux réalités sénégalaises. À chaque fois qu'il y a eu un petit problème, nous avons des conséquences terribles sur la gestion des calendriers. J'ai été doyen de faculté, j'ai été responsable de programme de formation. Il n'est pas normal que le système LMD soit appliqué tel qu'il est aujourd'hui, et c'est ça le gros problème. Donc le problème ne relève ni des enseignants, ni des étudiants, ni du PATS. C'est un problème institutionnel, un problème de système qu'il faut oser remettre en question.
Et aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle la question des bourses est juste une sorte de cadre de défoulement pour les étudiants, mais ça cache des problèmes beaucoup plus profonds, en priorité liées au système LMD qui est appliqué et qui ne correspond pas aux réalités socio-économiques du Sénégal. Et il faudra oser refaire cela. Si on veut remettre le calendrier de manière normale, il faut qu'on ose faire cela. Samba Karadjaï, par rapport à cette situation universitaire. D'abord, je vous remercie pour cette invitation et vous précise encore une fois, je suis toujours journaliste. Absolument. Et jusqu'à la mort, il n'y a pas de retraite. Oui. Et je puisse aussi confirmer les dires de mon co-débatteur, Birahim Gueye. M. Birahim Gueye. Cette crise universitaire, ce problème de bourse n'est que le sommet de l'iceberg. Elle est beaucoup plus profonde. Elle reflète d'abord l'échec d'une politique de jeunesse, d'une politique de l'éducation et d'une politique de gestion des universités. Quand je parle de gestion de l'université, permettez-moi d'avoir une pensée à mon défunt père, Damdiaye, qui était le directeur du COUD, Centre des œuvres universitaires de Dakar. Donc je connais un peu ce que c'est que la vie universitaire, car il a pu concrétiser des pavillons, les fameux pavillons que vous voyez à l'entrée. Il les a fait pour les universitaires, parce qu'il prenait ses étudiants comme ses propres enfants. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'au Sénégal, on prend un enfant. La dernière fois, j'ai eu une de mes militantes qui est en 3e année de médecine, qui m'a envoyé un message, qui m'a dit: Monsieur Ndiaye, mes parents ont sacrifié terre et maison pour m'envoyer à Dakar. Je suis étudiante en 3e année de médecine et je vis aujourd'hui dans une chambre de 9 mètres carrés avec 10 autres filles. Et je mange une fois par jour. Comment est-ce qu'on veut, moi, demain, que je puisse soigner des Sénégalais malades, que je puisse travailler? Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que nos étudiants, on les envoie comme ça à l'université, sans les préparer, sans aucun plan, sans vision. Il y a un problème qui est d'abord un problème de vision. Le deuxième problème, c'est que nous allons toujours, ça c'est sénégalais souvent, dans l'improvisation. On improvise une année universitaire. Avant qu'il y ait une année universitaire, il faut qu'il y ait des états généraux. Il faut qu'il y ait des professeurs, le corps, gestionnaire, doivent s'asseoir pour voir comment on va accueillir ces jeunes étudiants qui arrivent, comment on va accueillir ces boursiers, comment on va aussi étaler leur paiement sur l'année. Ça se prépare. Et moi, je pense qu'un gouvernement aussi responsable, un pays qui aime, qui doit compter sur cette richesse qui est sa jeunesse, parce que cette jeunesse qui va à l'université, qui va demain s'occuper de nous. Parce que nous, quand on va passer la relève, ce sont ces jeunes qui vont s'occuper de nous, qui vont nous soigner, qui vont s'occuper de nos affaires courantes, etc., de notre société, de notre État. Mais aujourd'hui, ces jeunes, on doit les préparer à quoi? On doit les préparer à avoir un diplôme, oui, on doit les préparer aussi à l'emploi. Oui, il a posé un problème d'inadaptabilité du système LMD aux réalités économiques et sociales du Sénégal. Parce que ça ne nous convient pas. Parce qu'il faut qu'on puisse revenir sur ce qui nous convient, nous, Sénégalais. On a notre réalisme, africain. Il faut qu'on revienne sur nos valeurs. Le problème du Sénégal n'existe pas. Le Sénégal a tous les moyens endogènes pour sortir de cette crise. Je vous donne un exemple. Pourquoi ne pas faire un plan aujourd'hui, un fonds d'urgence estudiantin? Pourquoi ne pas faire un fonds de solidarité aux étudiants? Pourquoi ne pas dire au président, au premier ministre, aux ministres qui sont sortis des universités sénégalaises, vous allez prendre votre premier salaire et vous allez payer par exemple 10% à ce fonds. Vous allez rendre aux Sénégalais, au Sénégal, ce qu'il vous a donné. Moi, j'étais boursier du gouvernement du Sénégal de 1985 à 1991 en France. Je n'ai jamais eu de retard de bourse. Mais je le rends bien au gouvernement du Sénégal. Parce que chaque fois que j'ai un programme pour faire quelque chose, pour que les Sénégalais puissent gagner de l'argent, je le fais. J'ai fait un documentaire sur Youssou Ndour. J'ai amené de l'argent, un budget ici. Ça a marché. Et pourtant, je devais ça aux Sénégalais. Parce qu'ils m'ont aidé à finir ce que je voulais faire, mon rêve. Il faut redonner le rêve aux Sénégalais. Le problème, donc, il est plus profond que l'histoire de grève, de payer nous nos bourses. Oui, au-delà de ça, il y a aussi la peur du lendemain pour beaucoup d'étudiants. Ensuite, on va à l'université, on apprend, on sort et on fait quoi? Il n'y a pas de perspective, il n'y a pas de travail. Certains peut-être même
se sentent même en sécurité en restant à l'université. En fait, vous savez, Alassane, si on étalait les problèmes de l'université et la psychose des étudiants en master, en doctorat, ça pourrait être l'hécatombe. Ces étudiants vivent une situation de stress terrible. D'abord parce que il faut déjà se rendre compte du pouvoir d'achat de ces étudiants-là en activité. La bourse qui est payée est de 40 000 francs CFA. Certes, le président Macky Sall avait fait des efforts en baissant les prix des loyers, en baissant les prix des tickets, ce qui permettrait aux étudiants, avec à peu près 15 000 francs, de pouvoir avoir assez de tickets et de payer le loyer. Mais il y a d'autres charges qui se sont rajoutées dans la vie de l'étudiant, avec le digital qui s'est développé, avec aussi la numérisation des enseignements, au point que les étudiants soient obligés, par exemple, d'imprimer le maximum possible les polycopies, les polycopies et autres. Du coup, les étudiants, même ceux qui sont boursiers, ont du mal à faire face à leurs dépenses de scolarité. En même temps, il y a des attentes au niveau social. Ceci étant dit, ces étudiants qui sont en fin de cycle, master ou doctorat, se retrouvent face à la peur de affronter le marché du travail. Moi, je ne peux pas compter le nombre d'étudiants en master, et je suis sûr que c'est la même chose pour tous nos collègues qui sont confrontés, en fait, qui sont en lien avec ces étudiants-là, le nombre de demandes d'accompagnement ou d'aide pour un stage. Moi, je vois des étudiants qui ont dépensé énormément d'argent, qui vous disent, prof, si j'ai un salaire de 50 000 francs, je suis preneur. Une fois, il m'est arrivé de recruter une assistante pour le compte de l'Association sénégalaise des sciences de gestion. En envoyant l'annonce, je me retrouve avec plus de 150 personnes qui voulaient, et ils savaient qu'on ne payait pas un salaire supérieur à 150 000 francs CFA. Et j'analyse les CV, ils sont tous titulaires de master. Certains masters dans les établissements privés, d'autres titulaires de master dans les universités. Pour dire qu'il n'y a pas de travail et ça crée une forme de psychose. Et effectivement, il y a beaucoup parmi eux qui vous disent, prof, prenez-moi en thèse, parce que sans la bourse de la thèse, je ne vis plus. Et il se pourrait que je ne puisse plus continuer à acheter les médicaments pour ma mère ou pour mon père. Parce qu'il n'y a pas aussi de lien entre l'université et l'entreprise. Non, ce n'est pas ça le problème, fondamentalement. Je pense qu'on fait fausse route en disant que l'université, l'enseignement et les attentes du monde professionnel sont désarticulés. Ce n'est pas vrai. L'université a une vocation, c'est de former des intellectuels, c'est de former des gens avec des prérequis suffisamment importants pour pouvoir aborder les évolutions du monde. On ne forme pas des automates. Ils peuvent s'adapter. Il faut former des gens qui savent s'adapter, il faut former des gens qui soient capables de pouvoir lire les tendances et de pouvoir s'ajuster parce qu'ils ont les connaissances fondamentales. Mais et sur le plan économique, si vous n'avez pas des entreprises assez fortes pour aller aussi recueillir ces gens-là, c'est un problème aussi. Le problème, c'est ça, c'est que l'écosystème entrepreneurial sénégalais n'est pas suffisamment développé pour absorber tous les étudiants qui sortent des universités. Au-delà, les entreprises qui sont là ont une approche outdoor qui font qu'ils ne sont pas fondamentalement conscients des potentialités qui existent aujourd'hui. Aujourd'hui, dans nos universités, qu'il s'agisse de Dakar, de Ziguinchor, de Thiès, de Bambey, de Saint-Louis, de Sine Saloum, de Amadou Mahtar Mbow ou bien de UNCSK, sont des universités où vous avez des étudiants formés qui ont des compétences qui sont au fait du digital et qui sont capables de vous créer des choses extraordinaires. Et malheureusement, et ça aussi les médias participent à diffuser une image fausse de l'université, nous formons d'excellents étudiants au Sénégal. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un déficit de communication des universités? Il y en a certainement. D'aller voir les gens, dire voilà ce qu'on fait. Il y en a certainement. Même si les universités font des efforts. Aujourd'hui, dans toutes nos universités, vous avez des incubateurs. Par exemple, pour parler de l'articulation travail, formation-emploi. Aujourd'hui, dans toutes les universités, vous avez des incubateurs qui suivent les tendances des métiers et qui forment les gens sur ces métiers-là. Dans n'importe quelle entreprise, je défie n'importe quelle entreprise qui veut une compétence de l'IA jusqu'au pilotage commercial, vous avez toutes les compétences et des gens qui sont aptes à agir sur le sang.
Donc, il faut qu'on arrête de dire que dans nos universités, on forme des étudiants qui ne sont capables, qui ne sont pas capables. Ce n'est pas vrai. Par contre, il faut que les entreprises comprennent qu'on forme de bonnes compétences. On a des étudiants capables de porter leurs projets, on a des étudiants capables de les développer et de leur faire confiance. Et que ce qui se passe, je dis ça aux étudiants, il faut qu'on évite le syndrome du binational. Je dis à mes étudiants que, attention à vous, vous avez deux points faibles par rapport à l'évolution mondiale de manière générale, parce que vous avez d'autres Sénégalais qui sont tout aussi légitimes, et moi je suis très bien placé pour le dire, parce que j'ai mes enfants qui vivent en France. J'ai ma fille aînée qui est à l'université en France. Je suis conscient que cette fille-là est sénégalaise. Elle peut venir revendiquer un poste au Sénégal, et elle a des atouts que l'étudiant sénégalais n'a pas, parce qu'elle suit un parcours normal, elle suit une formation qui, sur le plan perceptuel, pourrait être jugée de meilleure qualité qu'au Sénégal, et elle a une proximité avec l'entreprise que l'enfant sénégalais n'a pas forcément. Il faut qu'on... Et il y a moins de grèves aussi. Et il n'y a pas de grève. Donc il faut qu'on rééquilibre les choses. Et même sur les grèves, depuis l'arrivée du nouveau gouvernement, les étudiants, malgré leurs difficultés, sont restés 2 ans sans sortir. Le SAES n'a pas fait de grève. Le PATS, malgré des difficultés, malgré des revendications assez légitime, par exemple, sur tout ce qui tourne autour de leurs indemnités de logement, n'a pas fait de grève. Ça veut dire que les universitaires sont conscients du problème, mais on ne peut pas continuer à taire nos difficultés, et il est important qu'on prenne ça en charge. Oui. Est-ce que l'économie sénégalaise, telle qu'elle est configurée aujourd'hui, peut prendre en charge tous ces étudiants qui sont formés, qui dit qu'il y a de la qualité dans les universités sénégalaises? Le problème, c'est que les entreprises elles-mêmes ne vont pas peut-être vers les universités, et les universités aussi ne font pas de travail de communication pour qu'on puisse savoir les compétences qu'il y a là-bas. Le problème aujourd'hui, comme le disait le professeur, il y a un problème de gap, de pont entre ceux qui peuvent employer les étudiants par rapport à leurs besoins. Et ceux qui forment, on forme qui? La plupart du temps sur les masters, sur les 3000 peut-être masters, étudiants qui font master, c'est 500 seulement qui seront pris. Sur les 500, la plupart, 80%, c'est le droit, ce sont les lettres. Mais est-ce que le Sénégal aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, en 2025, a encore besoin de lettrés, de juristes? Le Sénégal... Non, laissez-moi terminer. J'aimerais bien préciser ça. C'est-à-dire, dire ça, c'est créer encore une situation c'est par rapport au chômage, c'est-à-dire, je vous parle du chômage, c'est-à-dire, ce que je veux vous dire. Laissez-moi terminer, je ne vous ai pas interrompu. Laissez-moi juste terminer le fond de mes pensées. Allez-y. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il est temps qu'on repense à un master qui puisse allier pratique et théorie. On a trop de juristes, on a trop de lettrés. Il faudrait qu'aujourd'hui, qu'on ait des juristes lettrés qui peuvent être aussi des codeurs. Mais dans l'administration, on a besoin de juristes dans l'administration. Mais bien sûr, j'ai dit, on a besoin mais de sociologues, le Sénégal, l'administration. L'administration est un poids lourd. On a besoin de privés, on a besoin d'entreprises. On a besoin de sociologues mais on a besoin psychologues dans l'administration. On a besoin d'entreprises. Ce n'est pas les lettres ou le droit qui peuvent créer des emplois. Aujourd'hui, en termes de digitalisation des entreprises, en termes d'informatisation, en termes de codage, aujourd'hui, le Sénégal a besoin de gens qui peuvent nous travailler dans les hydrocarbures. On a besoin d'ingénieurs, on a besoin de gens qui peuvent créer des choses. Mais aujourd'hui, le problème, c'est repenser l'éducation, repenser l'enseignement supérieur. Vous êtes professeur, vous enseignez, mais aujourd'hui, quand vous enseignez un étudiant qui finit ses études, qui a son master, qui a peur d'affronter le marché de l'emploi parce qu'il a envoyé son CV partout, il reçoit que des lettres de démotivation. Cet étudiant, qu'est-ce qu'il devient? Marchand ambulant, il va faire quoi? Du yango, il va faire quelque chose parce qu'il faut apporter quelque chose à la maison. Parce qu'il ne peut pas rester sans rien. Vous me parlez tout à l'heure de la bourse. Elle est insuffisante. Mais la bourse, pour l'obtenir aussi, il faudrait des gages citoyens. Il faudrait un contrat citoyen entre l'étudiant et la collectivité, entre l'étudiant et l'État. C'est-à-dire que l'étudiant qui reçoit sa bourse doit pouvoir s'engager au moins 48 heures par mois pour faire quelque chose de social, pour aider peut-être les femmes qui ne sont pas... qui sont illettrés, ou les jeunes filles qui ont des problèmes de cours, pour les aider. Il faut un engagement citoyen entre les deux côtés. Il faut qu'au Sénégal, quand une entreprise est créée, on puisse, dans ces cahiers de charges, lui dire, faudrait à un moment donné employer peut-être 5 masters ou quelque chose comme ça. Il faut discuter de ça. Ça, c'est discuter. C'est dans ce que j'appelle le dialogue qu'il faut entre enseignants,
monde entreprise, syndicat d'université et aussi l'État. Il faut qu'on puisse s'asseoir. Il faut que ce dialogue existe. C'est le point dont je parle. Je rappelle que vous suivez l'Air du Temps, qui reçoit Samba Karandiaï, journaliste, et Birahim Gueye, professeur de l'université. Birahim, est-ce que la question de fond, est-ce que l'éducation qu'on inculque à nos enfants du primaire, du préscolaire jusqu'à l'université est adaptée à nos réalités? En fait, Alassane, je suis désolé, M. Ndiaye, de vous avoir interrompu parce que ce n'est pas forcément courtois. Oui, c'est le débat. C'est le débat, mais c'est important qu'on s'écoute et à moi de l'écouter, effectivement. Si je reviens, par exemple... Est-ce que le système est adapté? Avant de parler même du système, dans nos universités, nous avons une 4e mission, service à la communauté. Dans le cadre de cette mission de service à la communauté, aujourd'hui, vous avez les étudiants dont on parle. Est-ce que la bourse est adossée à une mission sociale? Je vous dis oui. Si on loue le système démocratique sénégalais, c'est parce que vous avez des étudiants qui sont dans les villages les plus profonds, les gens qui ne connaissent pas les enjeux sociétaux, les enjeux politiques, qui arrivent à traduire ces enjeux-là au point de faire du Sénégal un territoire de démocratie. Parce qu'ils savent et pendant les élections, traduire pendant les élections, les étudiants s'engagent. Mais mieux encore, vous allez dans tous les villages, je parle de l'université Gaston Berger que je maîtrise le plus, dans tous les villages environnants, les étudiants portent des projets qui, dans l'agriculture, dans les industries créatives, dans la transformation digitale, dans l'entrepreneuriat, pour accompagner des jeunes, des femmes, dans la transformation, par exemple, des produits locaux. Ces étudiants-là le font sans bourse diluée. Ça veut dire que, et je suis d'accord avec ce que disait Alassane tout à l'heure, il y a un manque de communication, un manque de visibilité de ce que l'université sénégalaise fait aujourd'hui. Elle communique pas. Elle ne communique pas suffisamment, même s'il y a des efforts qui sont faits, mais on a besoin d'avoir des mécanismes de communication, de marketing beaucoup plus élaborés pour que les gens se rendent compte de ce que l'université sénégalaise apporte comme contribution. Elle doit créer des émissions dans les radios. Je suis d'accord avec vous. Elle a de l'argent, elle travaille. Vous allez à Bambey. Vous allez à Bambey aujourd'hui. Bambey vit parce qu'il y a l'université de Bambey. Ouais. Vous allez à Ziguinchor. Tout un écosystème. Exactement. Donc il y a énormément de choses de fait grâce aux universités et grâce aux étudiants. Qui, c'est vrai, il y a parfois, les gens se limitent sur la langue. Sur Épinal et sur la langue. On entend des étudiants qui ont du mal à exprimer un français correct et à parler de manière très bien élaborée, mais de manière fondamentale, ces étudiants-là font un travail extraordinaire. Et il faut qu'on... Mais justement, c'est là que je parle du système éducatif aujourd'hui. C'est le système, le malheur. Aujourd'hui, on ne peut pas changer le système éducatif au Sénégal. Est-ce qu'on est obligé que nos étudiants soient instruits en français? Est-ce qu'ils ne peuvent pas faire des cours en Wolof jusqu'à l'université? Les Chinois apprennent chinois, les Anglais parlent anglais, les Français parlent français. Est-ce qu'on est obligé, encore une fois, de continuer à utiliser le français? Je suis d'accord avec vous sur un fait, comme langue de communication, le Sénégal tout en instaurant le Wolof qui est parlé par tous les Sénégalais. Un système doit être vivant. Et il faut aligner le système aux réalités du temps. On est à l'ère du temps. Il faut que le système soit à l'ère du temps. Aujourd'hui, il y a des efforts qui sont faits. Par exemple, le ministère de l'Éducation nationale a mis en place le modèle NITE, qui vise à changer le paradigme de formation des étudiants. À l'université, aujourd'hui, j'ai parlé de cette mission de service à la communauté, qui amène les gens à être beaucoup plus proches des communautés, mais même dans nos cursus, nous avons pratiquement dans tous nos programmes une orientation emploi. Tout à l'heure, par exemple, vous disiez, est-ce que les étudiants, en sortant, ils ont des compétences pour aller à l'entreprise? Vous savez, depuis... Non, je n'ai pas dit compétences. Non, je voulais dire, depuis la création de l'ANAQ-Sup, et d'ailleurs l'ANAQ-Sup, c'est une création formidable de l'État du Sénégal. On oblige toutes les formations à démontrer leur proximité avec le monde socio-économique, le lien avec le monde socio-économique et surtout l'implication du monde socio-économique dans l'élaboration des programmes. C'est une condition pour se faire accréditer en action. Mais j'ai entendu des professeurs d'université dire qu'en faisant des cours, des fois ils sont obligés de donner les cours en langue locale. C'est vrai. Pour te faire comprendre. Non, c'est vrai. Moi, je suis pas là pour dire le contraire de ce qui existe. Parfois, nos étudiants ont du mal à comprendre le français. Il est important, et au-delà même du français, et le problème est plus profond, Alassane aussi,
souvent on a des enseignants, quelque part, surtout les vacataires, parce que l'université n'a pas assez d'enseignants. C'est un problème aussi. On est obligé d'aller chercher des vacataires qui viennent sans comprendre les concepts. C'est un problème et si aussi. vous ne comprenez pas Avec les quelle concepts... formation et Voilà, compétences. je suis d'accord. Voilà. Si vous ne comprenez pas les concepts, vous ne pouvez pas faire ce travail de double traduction. Quand vous prenez un concept, je dis n'importe quoi, le concept de groupe stratégique, pour comprendre ce qu'est un groupe stratégique, il est important que vous ayez les capacités sur le plan théorique, comme sur le plan de la vie au Sénégal, de comprendre comment illustrer ce concept-là pour permettre aux étudiants de pouvoir s'approprier cela. On a des intervenants qui ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas été formés et ils n'ont pas ce qu'il faut. Et ça aussi, c'est un problème. L'État du Sénégal, le nouveau gouvernement a fait des efforts en créant 500 nouveaux postes. Ce n'est pas suffisant. On a besoin de 3000 postes pour résorber le gap. Et je pense que c'est autant de problèmes qui font que la bombe s'éclate de cette manière-là, mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il faut une politique beaucoup plus profonde. Oui, il a posé un problème aussi fondamental dans l'enseignement au Sénégal de façon globale. C'est cette histoire de vacataires, de volontaires et d'aides qu'on a mis dans le système pour massifier peut-être l'éducation, mais la qualité n'est plus là. Et si beaucoup d'étudiants formés par des vacataires et des volontaires ont des problèmes aussi, et si le vacataire, le volontaire ne comprend pas le concept. Vous savez, quand vous parlez de vacataires, tout ça, ça sort des universités. Mais quelle formation ils ont dans les universités? L'université sénégalaise, c'est comme un arbre qu'on arrose, mais on arrose juste les feuilles. On n'arrose pas le sol. C'est pour ça que cet arbre est mort. Le problème aujourd'hui, comme Alassane l'a dit, il faut qu'on réintègre nos valeurs. Nous sommes sénégalais. On a hérité cette université des colons, Oui. qui nous ont donné l'indépendance. Moi, quand je vous parle de ça, Alassane, cette université-là, Cheikh Anta Diop, quand Abdoulaye Wade était doyen de la faculté des droits, Madanessi, recteur de l'université, mon père, Dame Ndiaye, était secrétaire général de la faculté des droits. Ça veut dire quoi? Tout était basé sur l'enseignement, l'éducation à la française. Mais même la France aujourd'hui, elle a autonomisé ses universités. Elle a rendu ses universités autonomes. Il faudrait qu'au Sénégal, nos universités soient autonomes. Il faut que nos universités aient le pouvoir d'aller chercher des fonds de solidarité, des fonds d'aide, des fonds de gestion pour aider les plus précaires, aider les familles, parce que c'est au cas par cas. Chaque étudiant doit pouvoir avoir une assistance sociale. Il faut que ces universités soient dotées de personnes, géométrie variable entre le social, entre, le professionnalisme et la préparation. Une fois que le master a été donc fait, de gagner le marché de l'emploi. Il faut qu'on prépare ça à partir de l'université. C'est pour ça que je vous ai dit d'une façon endogène. Il faut mettre des gens. Il y a les Serigne Mboup, il y a d'autres personnes qu'il faut impliquer dans la gestion de l'université. Il faut impliquer tous ces acteurs économiques dans la gestion de l'université. Et puis sortir des fonds de solidarité, des fonds, de réserve. En plus, il y a un souci. Les bourses qu'on paye, ce qui les reçoit, c'est les banques, je crois que c'est Ecobank. Mais Ecobank, quand elle reçoit l'argent, elle gagne de l'argent aussi. Mais il faudrait que Ecobank puisse allouer aux étudiants un crédit sur l'année. Parce que les étudiants vont rembourser. Quand un étudiant reçoit sa bourse, on lui donne une carte, on lui dit, allez, va recevoir ta bourse, va au Gap. Mais cet étudiant, il est en train d'enrichir Ecobank. Oui. Mais Ecobank doit pouvoir, en retour, donner à l'étudiant un dividende sous forme de crédit à rembourser par 2000 francs par mois ou quelque chose comme ça, qui va permettre à l'étudiant de pouvoir souffler. Au Sénégal, on a besoin de ça, on a besoin d'oxygène, on a besoin de souffler. Vous n'avez pas de liquidité, vous n'avez pas d'argent, vous êtes amené à mourir au Sénégal pour un problème de médicaments. À la pharmacie, vous n'avez pas de cash, vous allez mourir pour un problème de sous, de médicaments, de cash. Ça, il faut qu'on l'arrête. On doit retourner à nos valeurs endogènes. Vous êtes un bon Sénégalais, bon temps, comme moi, comme Alassane. Mais nous sommes Sénégalais. On sort de Dakar, à peine 200 km. Nous sommes dans la brousse. Nous sommes avec nos frères paysans qui déboursent beaucoup d'argent pour envoyer leurs enfants à Bambey, à Saint-Louis ou à Dakar. Mais cet enfant, quand il vient ici, il se trouve comment? Il se trouve être en prise d'un homme politique qui est devenu maire, qui va lui dire « tu vas militer pour moi, tu vas voter pour moi, tu vas faire la politique pour moi, pour pouvoir loger dans cet immeuble que je loue. » Et finalement, la vocation universitaire, elle est finie. Parce qu'on a politisé l'étudiant. C'est tout. Ouais. Le deuxième point de notre débat, c'est la situation économique, financière, sociale et politique du pays.
Aujourd'hui, le pays semble être dans des difficultés économiques. Tout le monde en parle. Quand vous prenez un taxi, vous prenez un Ndiagandiaï, vous entendez les gens se plaindre de la situation économique. Parce qu'il n'y a pas, l'argent ne circule pas. Oui, effectivement, on a ce ressenti que l'argent ne circule pas. On a l'impression que ceux qui disposent d'argent préfèrent thésauriser pour éviter de faire face à des difficultés. À la simplif. Il y a aussi cette question-là, effectivement. Mais au-delà, je pense que c'est juste un problème de... comment dire, d'audace du gouvernement qui devrait peut-être dans son discours, dans sa manière en tout cas d'adresser les problèmes, permettre aux Sénégalais d'avoir confiance. Effectivement, il y a un problème de confiance qui se pose dans la société sénégalaise au point que les gens ont du mal à voir quel sera le lendemain demain. Et ça, tout ça, ça a été créé aussi peut-être par une mauvaise gestion d'une situation, sur le plan en tout cas médiatique, d'une situation qui aurait pu être réglée facilement. Je mets les pieds dans le plat en parlant de cette question de la dette cachée. Le Premier ministre du Sénégal n'a pas été le premier à parler de dette cachée. En 2024, exactement en février 2024, le FMI a engagé des experts qui ont produit un rapport qui a pour titre, par exemple, les fondements juridiques de la transparence de la dette publique, aligner le droit sur les bonnes pratiques. Dans ce rapport, les experts soulignent le contexte de chamboulement des dettes dans plus de 60 pays qui ont pu favoriser des dettes cachées. Et dans le document... Parce que c'est un changement de paradigme. Exactement. À l'arrivée, par exemple, des créanciers commerciaux, la crise... De nouveaux acteurs. De nouveaux acteurs qui sont là et qui ont de l'argent, qui veulent prêter, qui même demandaient aux États de signer des clauses de non-confidentialité des dettes qui sont engagées par ces États-là. Maintenant, quand tu es homme politique, quand tu dois gérer un pays, tu as besoin de marge de manœuvre pour pouvoir régler des problèmes et financer des difficultés qui peuvent exister. Tu n'es pas obligé, en fait, tu ne te donnes pas l'obligation de tout déclarer ou en tout cas de tout mettre dans les circuits officiels d'analyse de la dette par les institutions de Bretton Woods pour ne pas t'empêcher d'avoir des marges de manœuvre. Et le FMI, sur plus de 60 pays, en fait sur 60 pays exactement dans le cadre de cette enquête, avait constaté qu'il y avait des dettes qui n'étaient pas identifiées. Qui ne sont pas budgétisées. Et ils ont effectivement parlé de dettes cachées dans ce rapport-là. Et ça a été fait en février 2024. Le Premier ministre, je pense, a parlé de dettes cachées en septembre 2024. Mais ça, c'est le FMI qui le dit. C'est le FMI qui le dit. Mais ce n'est pas le chef de gouvernement des autres pays qui disent que nous avons des dettes cachées. Je suis d'accord avec vous. Et c'est peut-être là où, dans la manière de présenter les choses, on aurait pu prendre les mots qu'il fallait, on aurait pu présenter les choses peut-être même en disant que c'est une tendance au-delà du Sénégal qui se produit et que le gouvernement du Sénégal est d'accord parce que le FMI donnait des orientations en termes de suivi, en termes d'analyse de la dette, en termes d'accompagnement des acteurs, en termes de formation pour permettre à ce que les États évite ces situations-là qui peuvent entraîner du surendettement et toutes les conséquences macroéconomiques que cela pouvait générer. Donc, à partir de ce moment-là, l'État du Sénégal aurait pu avoir un langage différent pour ne pas donner l'impression que c'est une dette cachée, volontairement contractée par l'État à des fins qui ne seraient pas au bénéfice du pays. C'est ça qui crée le problème. On a présenté la chose comme si l'ancien gouvernement avait voulu contracter des dettes pour s'enrichir ou contre le pays, et ça a créé toute cette situation-là. Il faut savoir changer le discours, changer la forme, et surtout se dire que moi je suis contre le fait qu'on dise qu'un État doit tout déclarer de manière officielle tant que ce n'est pas de l'argent détourné. L'État peut avoir la possibilité d'avoir d'autres marges de manœuvre et d'aller chercher de l'argent indépendamment des circuits du FMI et de la Banque mondiale. Oui, même le FMI lui-même semble être contrarié par cette situation parce qu'eux-mêmes ils sont en train de faire une enquête en interne. Apparemment, ceux qui gèrent le FMI, Afrique, cette situation leur est tombée dessus, ils risquent même d'avoir des problèmes eux-mêmes, de perdre même leur emploi, ceux qui gèrent le FMI Afrique. Alassane, il faut comprendre d'abord une chose. La vocation du FMI à sa création en 1945 dans le New Hampshire, à Bretton Woods,
c'était d'aider à la reconstruction de la guerre. C'était d'aider les puissances, qui ont été décimées par l'Allemagne nazie à se remettre sur pied. Ça n'a pas été après de régler ou de gérer les problèmes des pays sous-développés. C'est après, par vocation humanitaire de la France, avec le développement, la coopération, etc., et de certaines puissances comme les États-Unis, que le FMI et la Banque mondiale ont commencé à, injecter des fonds dans nos gouvernements pauvres, dans nos économies pauvres. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui n'a pas été dit. C'est pas le problème, c'est pas vraiment mon sens aujourd'hui d'être là, c'est d'apporter des solutions. Je crois qu'on doit survivre à ce problème de dette cachée pour amener des solutions plus endogènes par rapport à nos économies, par rapport à notre pays. L'argent existe au Sénégal. On n'a pas besoin du FMI. On n'a pas besoin de la Banque mondiale. Où prendre l'argent? L'argent existe ici. Il est où? Il est à Touba. Comment le prendre à Touba? Allons voir le khalife général des Mourides. Il va tout de suite être le FMI du Sénégal. Ça, je vous le garantis. Vous savez pourquoi? Je le dis. Oui. Quand on a un pays comme le Sénégal, quand on a des gens qui par la religion, on est musulman, on est d'accord, ou catholique, un Sénégal est un pays de religion. On est croyant, oui. On est croyant, on croit en Allah. Mais si on continue de croire en Allah et de vouloir donner la main aux impérialistes ou aux gens qui sont là pour nous mettre à genoux, jamais Allah va répondre à nos demandes. Si on oublie ou ces gens nous oublient, on va aller voir les gens qu'il faut aller voir à Tivaouane, à Ndiassane, à Kaolack, partout au Sénégal, à Yoff, pour dire à ces gens, le Sénégal est à genoux. On a besoin que vous puissiez lever des fonds pour le Sénégal. Vous êtes le FMI du Sénégal. Sauvez le Sénégal. Ces gens vont trouver des solutions. Les solutions existent. Comment est-ce que... Je vous pose une question. Là, tu poses une question fondamentale, c'est celle de la confiance. C'est ce que je vous explique. Aujourd'hui, on a besoin de revenir Les Sénégalais à nous. ont plus confiance aux chefs religieux Plus qu'aux gouvernants. Bien sûr. Vous savez quoi, El Hadj Alassane? El Hadj, d'ailleurs, parce que vous étiez à la Mecque. D'ailleurs, vous êtes un homme de Dieu, hein, parce que j'ai vu ce que vous avez, la chance qu'on vous a donnée à la Mecque. Hein, j'ai vu devant le mausolée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lui, hein, c'est un chef. Hein. Donc, Alassane, ce que je peux vous garantir aujourd'hui, les solutions endogènes existent. Arrêtons de nous tourner vers le FMI, la Banque mondiale. Il faut que ce gouvernement fasse une délégation, aille dans tous les foyers religieux. Pourquoi à chaque fois qu'il y a des crises, des problèmes, on envoie des délégations au Touba? Pourquoi? C'est quand même le khalife général des Mourides, qui, avec Ali Ngouille Ndiaye, qui a libéré un militaire sénégalais. Mais est-ce que vous avez entendu Ousmane Sonko ou Bassirou Diomaye Faye féliciter le khalife? Est-ce que vous avez entendu Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye féliciter Ali Ngouille Ndiaye? Pourquoi ce problème? Alors que nous sommes Sénégalais, un peuple, un but, une foi. On doit être dans l'ensemble, nous pouvons. On doit être ensemble, communiquer ensemble, parler ensemble. Il faut qu'on parle avec les acteurs de développement. Il faut que ce gouvernement puisse parler à Youssou Ndour. Youssou Ndour a été avec Bono chez Bush pour nous aider avec la dette. Ils ont effacé la dette. C'était le sommet du G7. Et le sommet du G7. Pourquoi ignorer Youssou Ndour aujourd'hui quand il s'agit d'organiser par exemple la jeunesse, là, les Jeux Olympiques de la jeunesse? On doit impliquer ce monsieur. On ne peut pas aujourd'hui terrer nos valeurs. J'ai l'impression qu'on est en face aujourd'hui d'un régime qui a envie d'éteindre toutes les étoiles du Sénégal. On est dans l'obscurantisme total. Moi, je suis venu avec des solutions pour dire que ça existe. Touba d'abord existe. Ouais. Je sais qu'en 2007, en Glenegal, Youssou Ndour, Bono et Bob Geldof ont rencontré Bush fils, Nicolas Sarkozy et Tony Blair. Ils ont réussi à effacer 2500 milliards de francs CFA de dette du Sénégal. C'était en 2007. Ça, on n'en parle pas assez dans ce pays, alors qu'il faut rendre hommage à Youssou Ndour pour le travail qu'il a fait. Aujourd'hui, est-ce que le système religieux peut aider à lever des fonds pour le pays? En fait, je pense qu'on parle quand même de montants assez importants qui, sur la durée... 5 000 milliards. Voilà, sur la durée pourraient être, en tout cas, mobilisés de manière endogène. Je suis d'accord avec le fait qu'il faille chercher les moyens d'endogénéiser davantage notre politique économique et de faire en sorte que les nationaux
qu'ils soient les religieux, qu'ils soient les acteurs socio-économiques, qu'ils soient, par exemple, Youssou Ndour, Serigne Mboup, tous Sénégalais capables de créer de la valeur et de contribuer au financement de l'économie, ce serait bien qu'on puisse le faire. Mais nous vivons aussi dans un monde interconnecté, dans un monde d'interdépendance, dans un monde qui ne permet pas forcément l'autarcie, parce que soit tu as de l'excédent, soit tu as du déficit, et ça s'équilibre sur le marché international. Donc si on pense qu'on peut s'autosuffire et tout faire de nous-mêmes, peut-être qu'il peut y avoir des difficultés. De mon point de vue, il faut qu'on soit... peut-être compter sur nos propres forces. Il faut compter sur nos propres forces et aller chercher ce qui manque ailleurs. Et surtout interagir avec les gens, parce que nous sommes dans un univers d'intérêts. Il faut que nos intérêts soient convergents avec les intérêts des autres pour qu'on puisse dialoguer et échanger et ne pas considérer qu'on peut tout avoir de nous-mêmes. Mais une chose est sûre, il nous faut peut-être davantage impliquer. Et là, je suis d'accord qu'il faille aller récupérer toutes les forces vives de la nation. Mais j'ai tendance à dire que c'est l'ordre normal des choses lorsque vous avez une alternance. Nous avons été là lorsque Abdoulaye Wade est arrivé, lorsque Macky Sall est arrivé. Il y a une phase de latence qui, quelque part même, oblige ceux qui ont gagné d'œuvrer et de travailler avec leurs souteneurs de prime abord, avant de pouvoir ajuster progressivement et de s'ouvrir à tous. Je ne pense pas... Est-ce que ce point précis n'est pas une faille du système politique au Sénégal? Ailleurs, quand les gens viennent au pouvoir, ils sont prêts. Dès les premiers mois, ils sont déjà qualifiés, ils sont prêts à le faire. Parce qu'ils ont accès à l'information gouvernementale pour savoir sur quel levier appuyer dès qu'ils sont au pouvoir. Alors qu'au Sénégal, l'information est cachée, le gouvernement refuse de l'information, l'opposition, quand elle vient, elle se cherche. Non, ça c'est vrai que vous parlez d'un problème assez profond et très important, c'est la qualité du système d'information publique. Et ça, sur tous les domaines, il y a de vrais problèmes qu'il faut corriger pour permettre à ce que les acteurs, avant de venir, qu'ils aient assez d'informations pour pouvoir élaborer en tout cas des projets qui pourraient à 60-70% être faisables. Mais aujourd'hui, on navigue comme ça, on a des éléments assez subjectifs sur lesquels on se fonde pour pouvoir élaborer une politique ou un projet politique et qui, face à la réalité, ne correspond pas. Effectivement, il y a un vrai problème de ce point de vue-là. Et là, peut-être que les députés, le gouvernement sont interpellés pour apporter des changements profonds. Mais je pense qu'au-delà des députés et du président du gouvernement, c'est aussi à la société civile, aux universitaires que nous sommes, aux médias, de faire en sorte qu'il y ait une pression suffisante pour améliorer le système d'information économique et sociale du pays. Et ça, c'est un vrai problème. J'espère qu'avec ce nouveau gouvernement, que cela puisse se faire. Mais encore une fois, il ne faut pas qu'on veuille danser, j'allais dire, plus vite que la musique. Si l'économie du Sénégal a des problèmes, de mon point de vue, c'est dans l'ordre normal des choses, dans la courbe d'évolution des politiques publiques lorsqu'il y a un nouveau gouvernement. On a parlé ici de Dëkk bi dafa Macky. Lorsque Abdoulaye Wade est arrivé au pouvoir, au tout début, on a eu toutes les difficultés du monde. Donc, il ne faut pas qu'on soit assez amnésique pour penser que ce problème-là est singulier au gouvernement du régime actuel. J'ose espérer qu'ils auront les moyens de changer la trajectoire des choses et de faire en sorte que tous les Sénégalais capables, pouvant porter un projet et pouvant aider à faire sortir le pays de cette situation difficile puissent le faire. Mais non, en fait, ceux qui sont frustrés, c'est ceux qui pensaient que dès l'arrivée d'un nouveau gouvernement, les choses allaient changer. Ce n'est pas possible. Mais pour s'en sortir, il faudrait un consensus sur les questions essentielles économiques du pays pour que tout le monde, tous les Sénégalais, là où il est, puissent mettre la main à la pâte pour que le pays puisse s'en sortir. Parce qu'au-delà du gouvernement, c'est le Sénégal qui est en jeu. Vous savez, moi j'ai fait quelques publications récemment par rapport à l'appel à l'unité nationale, au dialogue, le fait que par exemple on est tous Sénégalais, etc. On a trop parlé, on a trop écrit. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que il faut que le Sénégal puisse faire un deuil national. Il faut tout rebâtir. Les principes macroéconomiques basés sur production, consommation sont obsolètes. Aujourd'hui, tout est digitalisé. Aujourd'hui, avec votre téléphone, vous pouvez tout commander chez vous, être livré chez vous. Vous n'avez plus besoin
Il faut produire. Non, mais je veux dire, laissez-moi venir. Pour commander, il faut produire. Hein? Laissez-moi venir. Ouais. Le problème, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a mis la charrue avant les bœufs. On s'est jeté dans la modernité des choses sans pouvoir assurer nos arrières, sans pouvoir moderniser notre agriculture, quand je vous ai dit tout à l'heure, quand vous quittez juste Dakar, là, à quelques kilomètres, vous êtes en pleine brousse. Vous avez même des points vous n'avez pas de point d'eau. Il vous suffit de tomber juste en panne quelque part pour chercher de l'eau, c'est un problème. Il n'y a pas de structure de survie qui vous attend en cas de pépin, d'accident. Tout est à refaire. Ça veut dire quoi? On a par exemple des lignes de chemin de fer qui font tout le tour du Sénégal. Pour créer des emplois, remettons le train en marche. Amenons moi, je rêve d'un train qui quitte Dakar, voilà, Saint-Louis, voilà, exactement. Podor, Matam, c'est un rêve Bakel, qui peut se faire. Bakel, ça existe. Kolda, c'est un rêve qui peut se faire. Ça existe. Il suffit d'aller chercher des partenaires, aussi bien que ce soit chinois, que ce soit français, SNCF, tout ça. Ils vont nous faire ça. Comme ils nous ont fait le tour du pays. Tout ça. Et d'autres pays. C'est très simple. Pour aider le Sénégal, il faut qu'on aime le Sénégal. Absolument. Pour aider le Sénégal, il faut qu'on soit patriote. Pour aider le Sénégal, il faut qu'on pense à Allah. Il faut qu'on pense que ce monde-là, il est temporel, il est insignifiant. On est poussière et on va retourner à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce monde-là, ce n'est pas les milliards qu'on va laisser, ce n'est pas les immeubles qu'on va laisser ici qui vont demain nous sauver là-bas. C'est l'histoire. Au plus tard. C'est l'histoire, ce qu'on a fait pour ce pays. Ce monde-là, il a besoin d'être changé, repensé. On a besoin, nous, Africains, de pouvoir nous regarder avec amour. Mais on s'est haïs. À peine vous sortez de votre maison, quelqu'un vous regarde, il ne vous aime pas parce que vous êtes mieux habillé que lui ou parce que vous sentez le parfum. Pourquoi? C'est des amours. Parce que c'est le problème de confiance qui existe. Il faut et ça, ce n'est pas le rôle de l'État. L'État est très bien. Ce sont les familles. Ce sont les familles. C'est l'éducation. Quand je vous ai dit tout à l'heure que c'est beaucoup plus profond, qu'il y a un problème d'éducation. Quand je parle de l'éducation, ce n'est pas juste l'éducation que vous donnez, vous, professeurs. Je parle de l'éducation dans les familles. Je parle de l'éducation à la maison, au berceau. Aujourd'hui, quand un enfant se réveille le matin, un enfant, il a droit à l'éducation, il a droit à la nourriture, il a droit aux soins de santé. Regarde sa maman, qui lui donne un bout de pain. Avec quoi? Du kenkeliba. Avec peu de sucre. C'est bon le kenkeliba. C'est bon, mais le bout de pain, c'est pas bon. Il lui fallait lui donner du céréal. Il fallait lui donner du lard. Et surtout l'inculquer de l'amour. Voilà. L'amour dans la famille. Voilà. Et l'amour. Mais pas le rejeter. On crie sur les enfants. On jette les enfants dehors. Allez, jouez dehors. Parce qu'on a besoin de paix dans la maison. Les adultes, on fait des enfants, mais on ne s'en occupe pas. Vous êtes un père de famille. Vous avez 15 enfants. Vous pensez à épouser une 3e femme, une 4e femme. Parce que vous pouvez vous en occuper sur un mois. Après, c'est le fardeau. Après, ce sont les enfants. Après, ce sont les couches interminables. Aujourd'hui, je pense que le problème du Sénégal, professeur, c'est vous, moi, Alassane, on doit pouvoir s'asseoir pour voir secteur par secteur qu'est-ce qui ne va pas, comment le régler, qu'est-ce qu'on a comme avantage. On a une minute pour terminer. C'est des questions de fond qu'il pose, c'est la refondation des familles. Non, vous savez, les ressorts de socialisation au Sénégal sont cassés. Et effectivement, il est important. Famille, elle a disparu. Il faut vraiment qu'on retravaille sur ça. Nos collègues sociologues, anthropologues et autres ont des propositions suffisamment bien élaborées. Et d'ailleurs, vous parlez du programme NITE du ministère de l'Éducation nationale qui a aussi un rôle à jouer là-dessus. Mais je pense que quand on parle de socialisation, c'est faire en sorte que tout l'écosystème soit configuré de manière à porter un discours social, un discours engageant pour amener les gens à retravailler la famille sénégalaise. Et de mon point de vue, ça aussi, ce sont des chantiers. D'ailleurs, c'est pour ça que je disais à quelqu'un il y a quelques jours, moi, pourquoi j'adore aller dans les émissions de Alassane, c'est parce qu'il pose des problèmes. Il nous faut des médias capables de porter les sujets qui font sens, mais pas seulement des sujets politiciens. Politique, oui, mais pas politique politicienne. Mais et malheureusement, l'État du Sénégal
comprennent les recherches qui sont faites à l'université, qu'il y ait une jonction Merci, entre merci, l'université merci et les Alassane. politiciens. Merci Ils Alassane. appliquent ce qui est réfléchi à l'université. Merci Alassane. Sinon, Ce c'est de l'argent jeté que à vous la dites, fenêtre. c'est hyper important. Je parlais tout à l'heure de l'Association sénégalaise des sciences de gestion que j'ai l'honneur de présider. Nous avons un colloque la semaine prochaine à Ziguinchor, à l'Université Assane Seck. C'est la 11e édition. Rares sont les éditions où les autorités étatiques comprennent les enjeux que nous portons là-bas. Le thème de cette année, c'est entreprise, territoire et souveraineté. L'idée, c'est de voir est-ce que nous avons un tissu entrepreneurial suffisamment solide pour porter le développement à partir des territoires. On ne peut pas avoir un système où tout est centralisé à Dakar et ne pas avoir des réflexions autour de la finance locale, autour du consommé local, autour de l'accompagnement des entrepreneurs au niveau local. C'est tout ça qui pose problème et aujourd'hui, il faut que effectivement nos États comprennent qu'il faut aller beaucoup plus auprès des sociétés savantes, auprès des sociétés collectives, auprès des communautés pour pouvoir porter les enjeux du développement, ce qui n'est pas encore fait au Sénégal, malheureusement. Birahim Gueye, merci infiniment, professeur titulaire de l'université agrégée en sciences de gestion de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Et merci à Samba Karandiaï, journaliste et président de l'ADEMS. À la technique, il y avait Amadissi et Charles Koulibaly à la vidéo. Bon dimanche à tous. Merci.